Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et à la fin de commenter ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous n'avez rien à dire, commentez n'importe quoi, cela aide à interagir avec les vidéos ici sur la chaîne. Et cette histoire commence il y a 10 ans quand Ichinomiya Shingo, qui n'est qu'un simple employé de bureau au Japon, a passé une journée épuisante à se prendre des coups de fesses sans arrêt jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Shingo s'endormit alors en mangeant son dîner et se réincarna en un homme de glace dans le corps d'un garçon de 6 ans. Il se retrouva alors au milieu d'une fête avec de nombreux invités et de la nourriture délicieuse. En regardant autour de lui, il crut être dans un rêve bien réel, et comme il n'y avait aucune fille dansant sans vêtements, il essaya de retourner à sa vie de salarié souffrante. Mais un homme le réveille et l'emmène devant les invités de la fête, lui demandant de se présenter. Shingo, qui s'appelle désormais Wendlin, ne savait pas quoi faire devant tous les adultes qui semblaient attendre quelque chose de lui. Puis son frère aîné, Eric, apparaît et le protège. Il présente le garçon à ses invités comme l'équipe de son frère cadet, appelé Wendlin. Et dans ce monde, nous apprenons qu'il est le plus jeune fils d'une famille noble, et que ce jour-là a lieu le mariage de son frère aîné, Kurt. Immédiatement, Will est fou de joie, persuadé qu'il vivra désormais une vie de luxe. Mais le lendemain, il découvre que sa noble famille est composée de pauvres gens qui se font passer pour riches pendant leurs festivités. Il le confirme auprès de son frère Eric. Il lui dit qu'ils avaient économisé de l'argent pendant des années pour pouvoir organiser une bonne fête pour leurs invités. Et maintenant, ils sont de retour à leur mode de vie d'origine. Et des nouvelles encore plus choquantes attendaient Will, car il découvrit que son père était un piètre investisseur et qu'il avait environ 7 frères plus âgés, dont 2 demi-frères. Will fut choqué d'être le 8e fils d'un pauvre noble, ce qui le rendit dépressif. Car même un salarié japonais gagne plus d'argent et vit une vie meilleure que ce qu'il devrait. Un jour, il découvre qu'Eric et 2 de ses frères quittent la maison car le frère aîné, Kurt, a tout hérité après son mariage. Les autres doivent donc abandonner leur noblesse et trouver un travail. Will est incrédule, mais ses frères lui disent que lui aussi devra devenir indépendant lorsqu'il atteindra l'âge adulte, et Will décide de chercher un moyen de changer sa vie. Un jour, il trouve dans la bibliothèque une boule de cristal et un livret d'instructions avec l'objet. Il découvre que la pierre peut mesurer les aptitudes magiques d'une personne, et il pense qu'il ne devrait pas avoir de magie du tout. Pour couronner le tout, dans ce monde, seule une personne sur 1000 peut utiliser la magie. Et même s'il sait qu'il n'aura pas de magie, il décide de tenter sa chance. Il s'assoit et prend quelques respirations profondes avant de finalement poser sa main sur le cristal et de l'appuyer comme s'il allait chier. Ce faisant, il est choqué de réaliser qu'il est un sorcier et la première chose à laquelle il pense est de chercher un professeur. Cependant, il essaie d'abord de trouver des livres sur la magie, mais il n'a pas de chance. Puis, lorsque son père arrive à la bibliothèque, Will lui demande s'il y a des livres sur la magie dans la bibliothèque. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'il se rend compte que son père est un clochard illettré. Plus tard dans la journée, il était dehors et a essayé d'imiter ce qu'il avait vu dans un livre pour faire ressortir sa magie, mais il n'a rien pu faire. Mais à ce moment-là, un homme apparaît devant lui et dit à Elki qu'il a déjà ressenti sa magie et que, comme tout bon japonais, Shingo a appris à faire attention au transit. Il pointe donc son bâton vers cette personne. Cependant, l'homme prend le bâton et le jette en se présentant comme un sorcier appelé Alfred. Le bâton qu'il vient de lancer crée un effet domino et une grosse pierre tombe sur un sanglier géant qui, furieux, fonce vers eux à toute vitesse. Will est terrifié et veut s'enfuir, mais le sorcier le retient et lui dit d'utiliser sa magie. Oui, Alfred le guide et l'aide à faire circuler son mana pour libérer un vent puissant qui repousse le sanglier. Will est choqué par cela, tandis que le sorcier le félicite d'avoir utilisé son premier sort. Le sanglier les attaque à nouveau, mais cette fois Alfred prend le contrôle et d'un mouvement de doigt, il envoie le sanglier s'écraser à travers les arbres en utilisant sa magie du vent. Will est fasciné par le pouvoir d'Alfred, mais aussi un peu effrayé. Cependant, le sorcier le calme et se présente comme un ancien sorcier de la cour. Il dit au garçon choqué par son pouvoir qu'il a le potentiel de le surpasser, lui, un magicien de la cour, et Will n'arrive pas à croire ce qu'il entend car il pensait qu'il racontait des conneries. Ensuite, il s'assoit dans la forêt pour prendre le thé et les yeux de Will s'écarquillent de stupeur lorsqu'il voit le garçon sans vie disparaître mystérieusement dans le sac de ce petit sorcier. Alfred exprime son désir de transmettre ses connaissances magiques à Will en lui disant qu'il souhaite simplement avoir un apprenti, qu'il a toujours cherché quelqu'un digne de poursuivre son héritage de sorcier. Et il assure également à Will qu'il n'a pas besoin de payer pour ses leçons et c'est tout ce que le pauvre garçon avait besoin d'entendre et il accepte rapidement de devenir le disciple d'Alfred. Cependant, le sorcier lui dit qu'il devrait garder sa magie secrète car cela pourrait finir par lui créer des problèmes. Par exemple, si son frère apprend qu'il est un sorcier, il essaiera de le tuer pour que lui, le talentueux jeune frère, ne vole pas ses terres à l'avenir. Il s'avère que les gens de ce monde s'assurent toujours que l'utilisateur de magie devienne le prochain seigneur, ce qui est un facteur qui leur permet d'ignorer complètement qui est né en premier. Will accepte cette suggestion avec gratitude et le lendemain matin, son entraînement commence. Alfred veut d'abord mesurer sa capacité de mana en comparant son mana avec celui de Will. Il demande donc à Alfred de lui tenir la main, puis il mesure leur mana à tous les deux. Alfred finit par être impressionné et dit à Will qu'il est né avec une réserve de mana plus importante que la sienne. Le lendemain, Will se lance dans ses études de magie intermédiaire en essayant quelques attaques de feu sur un tas de pierres. Alfred semble content des progrès et complimente Will, notant que la plupart des gens mettent des mois à atteindre ce niveau. De plus, Alfred partage certains des légumes qu'il ramasse chaque jour avec son jeune élève pour l'aider à nourrir sa famille, ce qui finit par rendre son frère aîné Kurt très jaloux. Après tout, son jeune frère est bien plus serviable que lui. Le lendemain, Will va au paradis avec les conseils d'Alfred pour apprendre l'art de traquer la magie. En se concentrant, les yeux fermés,
déjeuner, il localise un oiseau et, avec l'aide de la magie, il lance une pierre pour capturer rapidement son déjeuner et Alfred est une fois de plus sans voix devant les compétences de Will et le rejoint pour déguster un repas de volaille rôti accompagné de wasabi maison et Will mentionne fièrement le fait qu'il a récolté ses ingrédients dans la forêt. Mais Alfred lui conseille de ne pas s'aventurer trop loin dans la forêt enchantée pour chercher des ingrédients pour le déjeuner en disant que dans ces forêts il y a des monstres. Cela peut facilement vous coûter la vie. Quelques jours plus tard, Will apprend la magie de l'eau et prétend que Kurt le surveille. Alfred pense qu'il doit avoir des doutes sur le fait que Will soit un magicien et a peur de perdre son poste. Cependant, Will déclare qu'il n'a aucun intérêt à devenir un seigneur, alors son professeur lui suggère de devenir un aventurier et Will est immédiatement enthousiaste à l'idée et imagine même son avenir plein d'aventures. Alors qu'il y pensait, Alfred luttait secrètement contre une malédiction, faisant de son mieux pour l'empêcher de mettre fin à sa vie. Plus tard dans la journée, Will informe sa famille de son projet de devenir aventurier, mais son père n'a pas l'argent pour le faire entrer à l'académie des aventuriers, ce qui est très triste. Le lendemain, Will dit à Alfred que sa famille n'a pas l'argent pour le mettre dans une académie d'aventuriers, mais Alfred lui dit qu'il peut rejoindre la guilde des marchands au lieu d'aller à l'académie. Il suggère à Will de commencer à travailler dès son plus jeune âge et lui apprend des sorts avancés comme le vol et la téléportation afin qu'il puisse se rendre rapidement dans d'autres villes. Il offre à Will une expérience inoubliable en l'emmenant dans les cieux et lui montre le vaste monde qui existe pour qu'il puisse l'explorer. Plus tard dans la nuit, Alfred se rend compte que sa malédiction devient de plus en plus forte et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il décide de dire au revoir à son élève le lendemain, déclarant que Will n'a plus besoin d'étudier avec lui. Cette nouvelle laisse Will abasourdi et il tombe au sol, incapable même de se concentrer sur sa pratique de la magie du vol. Il ne veut évidemment pas se séparer de son maître si vite et lui demande de rester à ses côtés. Cependant, Alfred prétend qu'il lui a tout appris et refuse d'accéder à sa demande. Cette nuit-là, pendant le dîner, Will reste assis à penser à son maître. Puis son père lui raconte une rumeur à propos d'un zombie intelligent qui a été aperçu dans la forêt. Ce zombie est spécial et ressemble à un être humain normal, il est même capable de parler parfaitement. Et les seules différences dans ses traits sont son corps froid, sa peau pâle et ses sens humains normaux plus faibles. Cela lui rappelle qu'Alfred a la peau pâle, très froide et des réactions très lentes. Après avoir entendu cela, il s'envole dans la forêt à la recherche de son maître, mais il perd l'équilibre et tombe avant de le trouver. Alfred vient à lui et Will n'arrive toujours pas à croire que son maître est mort. Il prétend que son maître est en danger en restant dans la forêt et dit qu'il veut le ramener chez lui. Mais Alfred dit alors à son élève qu'il est un zombie intelligent dont tout le monde parle et Will est totalement dévasté de le découvrir. Alfred raconte alors sa vie, expliquant qu'il était le magicien de la cour du duc il y a 5 ans et qu'un jour, le fils aîné du duc a contracté une maladie mortelle. Il a donc rassemblé une armée pour pénétrer dans la forêt enchantée afin de trouver une herbe médicinale rare. Les monstres de la forêt enchantée étaient plus nombreux qu'eux et Alfred était le seul combattant fort de l'armée capable de les combattre. Il a dû protéger le duc et les soldats tout en combattant les monstres et a fini par perdre la vie en essayant de les protéger. Alfred dit qu'il aurait dû rester mort mais un regret n'a pas laissé son âme partir et il est devenu une classe spéciale de morts-vivants. Son seul souhait incomplet était de trouver un successeur digne pour hériter de sa magie et cela s'est réalisé lorsqu'il a rencontré et formé Elle. Alfred s'excuse auprès de lui de ne pas lui avoir dit la vérité, révélant qu'il pensait que le garçon aurait peur et s'enfuirait de lui. Il présente ensuite l'épreuve finale à son élève et lui demande de le purifier en utilisant sa magie sacrée avant qu'il ne perde la raison et ne se transforme en un véritable zombie. Elle se met à pleurer et refuse d'éliminer son professeur, mais Alfred lui montre que son corps est déjà pourri et qu'il n'a plus longtemps à vivre, et elle ne veut pas le voir souffrir, alors il décide d'utiliser sa magie sacrée et de le purifier. Sa magie frappe Alfred, mais ce n'est pas suffisant pour l'envoyer vers un gars de glace, alors il demande à elle de faire plus d'efforts. À ce moment-là, elle est envahie par la nostalgie et se souvient des dernières semaines qu'il a passées avec son professeur, et il met toute cette puissance dans la magie de purification. Ainsi, le corps d'Alfred commence à se dissoudre, et il utilise ses derniers instants pour remercier son élève, et lui dit de faire de son mieux à l'avenir. Elle pleure son professeur pendant longtemps, puis essuie ses larmes tout en promettant d'être à la hauteur de ses attentes. Après cela, il continue à travailler dur, à entraîner sa magie de manière intensive, et c'est grâce à cet entraînement intense que 7 ans passent, et il atteint l'âge de 12 ans, et elle est enfin prêt à quitter sa pauvre maison et sa famille. Il part donc rejoindre l'académie des aventuriers pour commencer sa nouvelle vie. Il arrive à l'académie et est admis dans la classe des boursiers, l'académie étant un endroit où il y a beaucoup de nouveaux venus prometteurs. Tout le monde se présente et deux filles, Louise et Anna, finissent par être le centre d'attention car elles viennent de familles très réputées dans le domaine des arts martiaux. Ils portent donc le sang de ceux qui servent directement le duc, et quand c'est au tour de elle de se présenter, il se rend compte que ses capacités de communication ont diminué parce qu'il vit dans un village depuis des années et il bafouille en se présentant. De toute évidence, personne ne semble se soucier de lui et il pense qu'il serait difficile de se faire des amis ici. Le cours commence et l'instructeur distribue des formulaires d'inscription et des groupes à tout le monde car c'est ainsi que la formation va commencer et elle sait que personne ne va choisir un inconnu de la campagne comme lui. Cependant, il ne sait pas que tout le monde pense qu'il est incroyable car il est le seul sorcier de la classe à avoir des compétences de haut niveau. Pendant la pause déjeuner, les deux filles riches, Louise et Anna, discutent avec leur meilleure amie, Elvin, de la possibilité que le sorcier de haut niveau rejoigne leur groupe. Elle pense qu'elle peut facilement les porter hors de son dos. Les filles prétendent également qu'elles sont les plus fortes de la classe car elles peuvent utiliser la magie pour renforcer leur corps, ce qui est exactement la raison pour laquelle elles pensent
pense qu'elles sont les plus aptes à rejoindre le groupe d'elle. Les autres le désirent aussi beaucoup, mais personne n'ose l'approcher car ils ont tous commencé à croire que, puisqu'il est le meilleur sorcier, il ne voudra probablement pas parler à quelqu'un en dessous de son niveau. Et lors du cours suivant, le professeur annonce que les élèves qui veulent travailler à temps partiel devraient essayer de chasser car c'est le meilleur moyen pour un élève de gagner de l'argent. Il leur conseille de chasser en groupe car chasser seul peut être dangereux et elle redevient désespérée car il est sûr que personne ne le choisira et les filles qui le veulent dans leur groupe finissent par devenir nerveuses lorsqu'elle l'approche. Et ce maudit Elvin est un idiot qui pense qu'elle garde ses distances avec lui et évalue leurs capacités individuellement. Louise est également d'accord avec cela et il décide de prendre la première place du tournoi de chasse, prouvant ainsi qu'ils sont dignes de rejoindre son groupe. Ils chassent plus que tout autre groupe de leur classe et pensent qu'ils ont maintenant de bonnes chances de pouvoir rejoindre elle, mais lorsqu'ils livrent un tas de monstres morts à la réceptionniste de la guilde des marchands, ils sont choqués et s'envoient. L'un des étudiants les plus pessimistes dit qu'elle est à un niveau totalement différent du leur et qu'il ne sert à rien d'essayer d'être de son côté. Ils croient tous à ses paroles et quittent la salle après avoir perdu tout espoir de rejoindre elle. Pendant ce temps, elle prévoit de se faire des amis en invitant sa classe à un dîner avec l'argent de son prix. Dès qu'il reçoit la bourse, il se retourne pour demander à ses camarades de le rejoindre, mais la salle est vide et ce groupe d'étudiants, qui sont très bons mais pas meilleurs que elle, sont frustrés par leur défaite humiliante. Cependant, ils ne veulent pas renoncer à faire la fête avec elle, car marcher à ses côtés revient à garantir un avenir prospère. Ils veulent chasser plus de monstres que lui, afin qu'ils les reconnaissent, et pour cela, ils se rendent dans la partie la plus dangereuse de la forêt. Puis ils se rendent compte de leur erreur lorsqu'une meute de loups les encercle, et malgré leurs efforts, ils ne sont pas assez bons pour vaincre ce groupe de monstres. Soudain, un loup lance une attaque surprise sur Lys, et elle vient la protéger, mais il est blessé au passage. Voyant leur formation s'effondrer, tous les loups se jettent sur eux pour lancer une attaque combinée. Mais heureusement, elle était également dans les parages et sentit que ses camarades étaient en danger. Il utilisa donc ses talents de pisteur, ce qui lui permit d'arriver sur les lieux au bon moment. Abattant tous les loups d'un coup, elle secourt le trio et les emmène à l'hôpital, où il s'excuse d'être un fardeau pour lui, et révèle finalement à elle que tout le monde dans la classe le considère comme bien au-dessus de leur niveau. Il s'excuse en disant qu'ils auraient dû l'éviter comme tout le monde, et elle découvre enfin que tout le monde ne le déteste pas, et qu'il y a même des gens qui se sont mis en danger juste pour obtenir sa reconnaissance. Mais maintenant, ils prétendent avoir pris sa place, et se déclarent indignes d'être ses coéquipiers. Elle veut vraiment rejoindre leur groupe, mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, l'instructeur entre dans la salle avec une bonne nouvelle, et dit à ses élèves que Duc a organisé une garden party pour leur classe. Le lendemain, ils se rendent à la fête organisée par le duc Amadeus, qui ignore tout le monde et s'approche d'elle dès qu'il le voit. Ils discutent amicalement du fait que la famille Balmaster est son vassal, puis il invite elle pour une conversation personnelle. Elle n'aime pas le fait de devoir rencontrer un parfait inconnu tout seul, alors il lui dit que cette bande de perdants est son groupe, et demande au duc de les autoriser à être présents. Après cela, à l'intérieur du manoir, il rencontre le magicien de la cour, Blantag, qui est également le professeur de l'ancien magicien de la cour, Alfred. Elle est choquée d'entendre cela, et Blantag, que j'appellerai simplement Blanc, explique qu'il est un expert en traque de la magie, et qu'il a toujours gardé un œil sur la magie d'Alfred même après qu'il soit devenu un mort-vivant murmurant. Oui, Blanc révèle qu'il surveille Alfred depuis 12 ans. Cependant, Blanc affirme qu'il sait qu'Alfred est décédé il y a 7 ans, et que la seule façon pour lui de se libérer de cette forme de zombie était que son souhait de trouver un puissant disciple soit exaucé. Et tout pointe vers elle, qui ne peut nier qu'il est un élève d'Alfred. Après tout, Blanc a même reconnu son sac magique. Elle leur raconte alors toute l'histoire, et le magicien de la cour et le duc sont émus aux larmes en apprenant les derniers instants d'Alfred, et elle pleure également en se souvenant de lui. Elle a beaucoup de provisions de la dernière expédition d'Alfred, et tout se trouve dans le sac magique qu'il veut rendre à Duc. Et pendant qu'elle fait cela, ses riches partenaires attendent dehors, et n'arrivent toujours pas à croire la triste histoire qu'ils viennent d'entendre à propos d'elle et Alfred. Cela leur fait réaliser que, tout comme eux, elle est aussi une personne talentueuse, mais il ne peut pas devenir leur successeur parce qu'il n'est pas le premier fils. Et dès qu'elle part, ils se précipitent vers lui et s'excusent de l'avoir appelé dans leur groupe si soudainement. Il révèle qu'il voulait former un groupe avec lui juste pour profiter de son pouvoir, mais maintenant ils ont réalisé que ce n'était pas juste. Cependant, elle répond en disant que cela ne le dérange pas et qu'il serait très reconnaissant de former un groupe avec eux, croyant qu'ensemble ils peuvent s'amuser beaucoup. Au début, le trio est choqué, mais ensuite il rit et accepte elle comme leur amie, jusqu'à ce que Duc interrompe soudainement la conversation et récompense elle avec 1000 pièces d'or pour avoir rendu les fournitures d'Alfred. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et elle réalise un peu trop tard qu'il a gagné 1000 pièces d'or. De plus, Lumley lui apprend qu'il a également hérité du manoir d'Alfred et de tous ses biens, et elle emménage dans la grande et intimidante maison cette nuit-là. Il pense que la maison est trop grande pour une seule personne, et décide d'inviter ses amis à vivre ici avec lui, après quoi quelques mois passent. Et pendant les vacances d'été, elle emmène ses amis au mariage de son frère Eric. Ils voyagent dans un dirigeable magique, où Louise est habillée d'une tenue brésilienne parce qu'elle veut attirer l'attention des nobles au mariage, et Elvin est terrifié par le vaisseau volant, ressemblant à un homme des cavernes qui n'en a jamais vu auparavant. Et Bloom était là aussi, et il profite au maximum des boissons et de toute la courtoisie du dirigeable. Il dit à Elvin que l'avion ne s'écrasera pas, mais après avoir vu des nuages noirs à côté du vaisseau, il se rétracte. Il regarde attentivement les nuages, et un dragon squelette géant en sort, ce qui fait chier tout le monde dans son pantalon, et les autres passagers commencent à exiger que le capitaine se présente pour parler de cet incident. Mais tout le monde apprend que le grand sorcier Blantag les aidera à vaincre ce dragon mort-vivant. Bloom
lui-même affirme que c'est impossible car seule la magie sacrée peut purifier les morts vivants et il n'a aucun talent pour cela. Cependant, il prétend connaître un sorcier talentueux qui utilise la magie sacrée et force elle à effectuer ce service. Et malgré sa nervosité, il accepte de combattre le dragon. Bloom reste en arrière pour protéger le navire. Elle vole jusqu'au dragon et utilise sa barrière magique pour se protéger de son souffle destructeur. Et Bloom protège le navire avec sa barrière magique. Elle charge avec sa magie sacrée, mais le dragon concentre ses attaques sur lui pour l'arrêter. Elle esquive alors ses attaques, concentre sa magie sacrée comme une bombe spirituelle et la lance vers le dragon d'os. Cette magie sacrée frappe le dragon et le dragon s'illumine et se tord de douleur à cause de la purification. Cependant, il essaie d'utiliser sa force restante pour attaquer elle, mais elle esquive et bloque ses attaques jusqu'à ce que sa magie fonctionne enfin et que le dragon perde son âme. Ses os s'effondrent et la pierre magique géante qui les maintient ensemble s'effondre également. À l'intérieur du navire, Bloom fait signe au groupe d'elle de commencer à récupérer l'os du dragon et à l'aide du sac magique, les os sont récupérés ainsi que la pierre magique rouge géante. Quand elle revient au navire, tout le monde célèbre le fait que la journée a été sauvée et que personne n'est mort. Mais maintenant, elle veut juste se détendre pendant quelques jours après avoir affronté ce dragon. Bientôt, l'ancien partenaire d'aventure de Bloom arrive et dit à elle qu'il n'aura pas la chance de se reposer. Bloom est surpris de voir son ami et le présente à elle et ils parlent ensemble de leur journée d'aventure. Le lendemain, le navire arrive dans la capitale et Bloom s'enfuit immédiatement après l'atterrissage, laissant son ami en charge de s'occuper d'elle. Bientôt, un ordre de chevaliers arrive et leur capitaine remercie elle d'avoir tué le dragon et lui demande de les accompagner au palais puisque le roi l'a convoqué. Ses amis l'abandonnent et se rendent chez son frère tandis qu'elle reste avec un artériel qui l'accompagne au palais. Elle finit par recevoir un accueil grandiose en tant que célèbre héros tueur de dragons, mais les nobles ne sont pas ravis qu'il soit le centre d'attention. Elle salue le roi et le félicite d'avoir vaincu le dragon squelette. Il lui accorde la médaille du dragon jumeau. De plus, il le fait noble, lui accordant le titre de baronnet. Ensuite, elle récite le serment que le roi a prêté plus tôt et après cela, il réannonce qu'il achètera tous les os de dragon et la gigantesque pierre magique qu'elle a obtenue. Peu de temps après, le général et le premier ministre commencent à se disputer sur le juste prix de ces objets. Le général veut payer une récompense beaucoup plus élevée, mais le premier ministre s'y oppose, disant qu'ils n'ont pas le budget pour cela. Et avant que la dispute ne dégénère, la pulpe intervient et la récompense est finalement fixée à 150 000 pièces d'or. Plus tard dans la nuit, il retourne au palais après avoir récupéré la récompense. Dans un artiste martial, l'utilisateur de lance organise un spectacle pour essayer d'impressionner elle, afin d'essayer de le convaincre de l'embaucher. Mais les gardes l'emmènent et l'artiste dit à elle de s'habituer à ces idiots car ils continueront à lui courir après pour obtenir du travail. Il le met également en garde contre les nobles qui essaieront de lui faire manger leur fille et elle a peur, disant qu'il a peur des femmes. Le lendemain, il arrive enfin au mariage d'Eric et les deux frères qui ont quitté la maison avec lui sont également là. Ils se plaignent que Kurt n'a pas envoyé de cadeaux aux mariés et qu'à ce rythme-là, leur famille va avoir mauvaise mine devant tous les invités. Elle décide de payer les cadeaux et il se rend compte qu'être un noble signifie bien plus que se mettre en valeur et avoir de l'argent. Cependant, ce qui compte maintenant, c'est que son frère préféré va se marier et il est très heureux, ce qui finit par rendre elle heureuse aussi. Le lendemain, le pape invite elle chez lui et lui fait don de 200 pièces d'or. Le pape est impressionné par son sens des affaires et il parle de religion et de baptême, tandis qu'une belle grotte arrive avec du thé et captive le cœur d'elle. Le pape présente la grotte comme étant sa petite fille, Élise. Le vieil homme lui dit qu'Élise peut utiliser la magie de guérison sacrée et qu'elle aide souvent les pauvres à l'église, ce qui lui a valu le titre de sainte. Élise est une religieuse en formation, mais son grand-père ne veut pas qu'elle rejoigne l'église et veut lui trouver un mari approprié. Elle plaisante en disant que sa beauté entraînera une concurrence féroce entre les garçons qui la désirent et il plaisante encore en disant qu'il pourrait se joindre à la compétition et il continue de rire de sa blague, mais il se rend compte ensuite que personne ne la trouve drôle. En fait, le pape a fini par rendre ses paroles au pied de la lettre et l'a acceptée comme fiancée de sa petite fille. Elle est sans voix car il se rend compte qu'il s'est fiancé de nulle part. Il a rencontré la fille il y a à peine une minute, est devenu son fiancé et maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible. Lorsqu'il rentre chez lui, ses amis apprennent qu'il est allé se promener et a discuté avec le pape et qu'il est revenu fiancé. Mais ils disent à elle qu'ils croient qu'Élise est une épouse formidable et elle finit par apprendre qu'il n'existe pas de mariage romantique dans ce monde et qu'au moins dans ce cas, il a eu de la chance de voir la jeune fille avant que les choses ne soient décidées. Maintenant, le visage d'elle est couvert de maquillage de clown et il est habillé de cette tenue plutôt voyante. Tout cela pour que les gens ne le reconnaissent pas comme un noble à succès. Elle vient le rejoindre et le taquine constamment en lui disant à quel point sa femme est belle et à quel point il est jaloux de lui, ce qui fait qu'Élise se demande si Élise est vraiment heureuse. Plus tard, ils se rendent au marché où le fanatique de la lance l'identifie, l'homme à la lance étant un harceleur professionnel. Il commence à montrer lui-même ses compétences avec la lance et tout le monde se joint à eux pour essayer d'attirer l'attention d'elle, alors il devient leur patron. En réponse à cela, elle se téléporte chez lui et Éloin et Eric lui disent de trouver un employé qui puisse gérer tous les candidats indésirables. Éloin suggère qu'il soit embauché et elle finit par aimer l'idée. Il engage donc immédiatement son ami qui n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Elle ne veut pas entrer dans les détails du fonctionnement de leur contrat et ignore tout le monde, se dirigeant directement vers sa fiancée. Cependant, il finit par se téléporter par la fenêtre de son grand-père. Il tombe et reste là jusqu'à ce que le vieux pape revienne à son bureau. Mais Élise le retrouve bientôt allongé là et il l'emmène sur le toit pour lui parler en privé. Il lui demande nerveusement ce qu'elle pense de leur fiançailles et Élise
Elise répond qu'elle est heureuse d'être la femme du tueur de dragons héroïque. Et cela finit par suffire à elle car il se rend compte qu'Elise n'est pas contre leur mariage. De retour chez lui, nous voyons qu'Eloin est devenu arrogant car il est le seul à avoir déjà un travail dans son groupe et il dit aux filles qu'il demandera à elle de les embaucher comme assistantes. Mais les filles ne veulent pas vivre sous la domination d'Eloin et veulent un moyen de le vaincre par tous les moyens. À ce moment-là, elle voit Eric amoureux de sa femme et Elise suggère qu'elles essaient de devenir les épouses d'elle et s'il peut avoir plus d'une femme, elles devront être ses maîtresses. Anna ne voit pas d'inconvénient à l'idée non plus et les deux filles commencent à planifier leur merveilleux avenir où elles n'auront plus à travailler après avoir épousé elle. Ils essaient de mettre leur plan à exécution et tout commence lorsque Louise essaie de le séduire en exécutant une danse de carnaval classique. Mais il se met en colère et quitte la pièce. Elle ne renonce pas et se prépare pour une autre nuit. Cependant, Anna est timide et n'arrive pas à la suivre. Après cela, elle finit par recevoir une invitation à un dîner donné par un majordome. Et donc, le lendemain, ils se rend au manoir du prêtre où un dîner privé très chic avec Elise a lieu. Mais les deux ne se connaissent pas encore très bien et ne savent pas quoi se dire. Elle veut partir dès qu'il a fini de manger, mais le majordome lui suggère d'emmener sa petite amie faire du shopping pour leur premier rendez-vous. Il finit par entrer dans une bijouterie très chère et finit par trouver une bague de fiançailles parfaite pour la jeune fille. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de dépenser autant d'argent pour elle. Mais la bague attire son attention et comme il est riche et n'a même pas à payer d'impôts, il décide de l'offrir à sa fiancée en cadeau. Cependant, lorsqu'il découvre que cette bague magique coûte très cher, il se demande de quoi est faite cette bague et se demande si ce bijou est une pierre philosophale ou quelque chose comme ça. Mais il met son argent en jeu et décide de se comporter comme un homme et d'acheter la bague sans même essayer d'obtenir une réduction. Lorsqu'il retourne à la calèche, Elise complimente son choix, lui demandant s'il savait que la bague était magique avant de la choisir et il répond en disant qu'il avait juste l'impression que la bague lui allait très bien. La jeune fille est alors surprise par la sincérité de Will et en réponse, Will lui répond que la plupart du temps, il se sent dépassé lorsque tout le monde l'appelle un héros et il continue à penser qu'il devrait agir selon les attentes de tout le monde. Cependant, il admet qu'en sa présence, il peut être lui-même. Il décide de charger sa bague de son pouvoir magique et l'objet commence à briller, provoquant un spectacle de lumière à l'intérieur du carrosse. Will sourit et Elise est effrayée, croyant que Will est fou. Quelques jours se sont écoulés depuis ce jour-là et Louise et Anna discutent de leur plan pour séduire Will avec Elvin quand soudain Elise apparaît, disant qu'elle est venue chercher son mari. Elle découvre qu'il n'est pas là car le roi l'a convoqué pour une mission et le roi a ordonné à Will de tuer un dragon et bien qu'il soit choqué de se voir confier une telle mission, il ne peut pas refuser les ordres du roi. Et pendant la nuit, le capitaine explique le plan de libération à Balintag et Will, disant qu'ils doivent débarrasser les terres marquées sur la carte de la présence d'un dragon et d'autres monstres. Cependant, seuls les puissants sorciers peuvent neutraliser le souffle d'un dragon et c'est pourquoi Will et Blanc ont été choisis pour cette mission aux côtés d'un troisième coéquipier qui est un guerrier costaud avec une crête iroquoise dans le style de Neymar à son apogée. Will est surpris par un homme à l'air effrayant et demande s'il sera le guerrier du groupe, mais Blanc lui dit qu'il est en fait le sorcier du palais. Son nom est Armstrong et bien qu'il soit un sorcier, il entraîne son corps à l'extrême et adore chasser les dragons. Sans trop discuter, il vole immédiatement vers l'emplacement du dragon sous la direction d'Armstrong et rejoignent l'armée là-bas. Bientôt, les membres du groupe de Will apprennent cette mission et sont chargés de se joindre au combat pour exterminer les petits monstres de la région après l'élimination du dragon. L'armée temporaire de Will pour cette mission est composée de tous les guerriers qui veulent attirer son attention avec Will comme commandant même s'il est un échec. Ils arrivent à la base militaire après Will et Elise les rejoint bientôt en tant que guérisseuse mais elle ne peut pas voir son bien-aimé car il est déjà parti combattre le dragon. Lorsque Blanc et Armstrong arrivent au repère du dragon, Armstrong hurle bruyamment ce qui fait que le dragon semble très en colère. Armstrong commence le combat en utilisant sa magie pour se transformer en Power Ranger et son armure magique est si bien faite qu'il adapte même son mohawk à son casque et son arme finit par être un énorme marteau qu'il utilise pour frapper le dragon et le renvoyer au sol. Blanc dit à Will de faire sa part. Avant que le grand gars ne soit à court de magie, il utilise un puissant sort de vent pour tuer le dragon tout en le gardant piégé par Armstrong. Après cela, Will récupère le corps du dragon à l'aide de son sac magique mais Blanc lui dit qu'ils ne peuvent pas encore se détendre car un grand nombre de monstres vont devenir incontrôlables maintenant que le dragon a été vaincu. La bataille contre les monstres commence des deux côtés et les membres de l'armée de Will sont gravement blessés et Elise a essayé de soigner les soldats blessés toute la journée et après que sa magie se soit épuisée, elle utilise le pouvoir stocké dans son anneau. Elle entend les soldats parler des actes héroïques de sa fiancée et c'est exactement ce qui la motive à continuer de soigner tout le monde. À l'aube, le messager arrive et déclare que la bataille est enfin terminée et que tous les monstres ont été tués mais un homme arrive en disant que Will est blessé. Elise s'inquiète et court le voir mais il va parfaitement bien puis elle devient folle de joie et s'évanouit. Plus tard, elle se réveille à l'ombre d'un arbre avec Will à ses côtés et il a également entendu des histoires sur la façon dont elle a traité les soldats. Ils lui ont donné du courage, ils ont un moment émouvant ensemble et Elise dit à Will qu'elle était très inquiète pour Willy et à ce moment-là Armstrong accourt vers eux et soulève Elise, disant à Will qu'elle est sa nièce. Après le succès de la mission, Will est promu au rang de baron et reçoit une autre médaille de tueur de dragons. Le roi lui a ordonné de déménager dans la capitale et il fait ses bagages quand soudain Elise le rejoint et déclare qu'elle vivra avec lui dans la capitale. Louise et Anna pensent que c'est une très mauvaise idée pour leur projet de devenir les concubines de Well et elles pensent que leur plan a échoué car elles ne pourront pas le séduire. Cependant, elles ne savaient pas qu'Elise pensait qu'elles étaient déjà fiancées à Well puisqu'elle
qu'elle vivait avec lui. Mais il précise qu'il n'y a rien de tel entre elles. Il en profite pour lui demander comment elle se sentirait s'il avait un harem de filles en plus d'elle. Et Élise répond que c'est quelque chose de tout à fait normal dans la société noble et que le prêtre ou son grand-père font des choses bien pires. Elle dit aussi que sa magie peut guérir toutes les MST qu'il attrape, ce qui rend tout le monde très heureux. Louise et Anna ne savent pas si elles trouveront une meilleure opportunité que celle-ci et déclarent leur intention de devenir les épouses secondaires de Well, et Élise n'y voit aucun problème. Et donc, Well assure l'expansion de son harem. Quelques mois plus tard, l'autre frère de Well se marie et pendant le mariage, Eric lui parle du tournoi d'arts martiaux organisé dans la capitale tous les 3 ans. Et Well n'est pas vraiment intéressé car il n'y a pas de catégorie pour les mages dans le tournoi. Mais ses frères disent qu'il doit participer en tant que noble, alors Well dit qu'il s'inscrira comme épéiste et utilisera la magie pour renforcer son corps. Mais il découvre que ce n'est pas autorisé non plus. Il est découragé mais décide quand même de participer à la catégorie épéiste même s'il sait qu'il va se faire tabasser et il le fait uniquement parce que ses frères insistent. Ses amis découvrent également le tournoi par l'intermédiaire de Blanc qui leur dit de participer pour l'honneur de leur famille. Louise et Anna savent qu'elles ne peuvent pas utiliser la magie pour renforcer leur corps comme d'habitude, alors elles commencent immédiatement à s'entraîner. Cependant, Alvin est plutôt détendu puisqu'il a déjà un emploi stable. Cependant, Blanc l'avertit que s'il ne sert à rien, elle pourrait très bien le virer du groupe et le licencier en tant qu'employé et Alvin est submergé par ses doutes. Plus tard, pendant la nuit, elle dit à tout le monde qu'Élise veut rejoindre leur groupe en tant que guérisseuse et mentionne également que le champion actuel du tournoi ne participe pas pour permettre aux autres personnes d'avoir une chance. En entendant cela, Alvin pense qu'il peut gagner la compétition. Le lendemain matin, Alvin laisse tout le monde à l'entraînement et Well est le plus faible du groupe. Il est nul en course à pied, en pompe et ne sait même pas utiliser correctement une épée, alors il abandonne l'entraînement. Ses amis continuent de s'entraîner jour après jour. Mais lorsque Well annonce à tout le monde que le champion actuel participera à nouveau au tournoi, Alvin devient déprimé et démotivé. Il a envie d'abandonner et d'arrêter l'entraînement, même lorsque Louise et Anna lui disent de ne pas le faire. Lorsqu'il va en parler à elle, il découvre qu'Élise s'entraîne dur et de manière peu sûre d'elle pour ne pas gêner leur groupe avec son physique faible. Cela donne à Alvin la motivation dont il avait besoin et il recommence à s'entraîner dur. Le jour du tournoi arrive bientôt et le premier match d'elle est contre le champion actuel qui est aussi le capitaine Mac. Elle sait qu'il n'y a aucun espoir de gagner, alors il veut au moins ne pas être humilié. Cependant, dès que le combat commence, le capitaine le met KO avec la poignée de son épée en une fraction de seconde, obligeant elle à retourner dans les tribunes. Là, il prend le thé avec sa fiancée pendant qu'ils attendent que leurs amis finissent leur combat. Ils se battent tous et Liz est la première à revenir après avoir perdu en demi-finale préliminaire. Anna a réussi à se qualifier pour la finale préliminaire et son adversaire est le fanatique de la lance qui cherche toujours l'attention d'elle. Il prévoit de vaincre la fille pour pouvoir montrer sa valeur à elle avec pour objectif et rêve d'intégrer le groupe des tueurs de dragons. Anna découvre que cet homme est beaucoup plus fort et plus habile qu'elle et elle perd rapidement et retourne aux côtés de son coéquipier. Après avoir perdu, elle veut dire à elle que le fanatique de la lance est un homme très talentueux. Il s'appelle Roderick et il peut être très utile. Cependant, elle dort maintenant car Élise ne l'a pas laissé beaucoup dormir la nuit dernière. D'un autre côté, Elvin a réussi à atteindre la finale mais s'est blessé au bras en demi-finale et son adversaire en finale est le capitaine. Alors qu'il recevait ses soins dans l'arrière-salle, le médecin lui a dit d'abandonner pour son propre bien mais il ne veut pas être expulsé du groupe d'elle. Ses amis sont également là et il lui donne des collations envoyées par elle en guise de souhait de bonne chance. Et réalisant qu'elle ne le mettra pas dehors même s'il perd, Elvin décide de se battre pour l'honneur de son ami. Il perd évidemment mais ses compétences et sa volonté impressionnent le capitaine qui décide de lui servir de mentor et de prendre Anna sous son aile. Plus tard, elle et Louise trouvent également un mentor pour leur enseigner les arts martiaux et elle a un mauvais pressentiment lorsqu'elle l'emmène dans une zone désolée. Là, les craintes d'elle se réalisent lorsqu'il découvre que le mentor n'est autre que son vieil ami Armstrong qui promet de les rendre aussi forts que lui. Alors, 3 ans passent en un clin d'œil et maintenant elle est adulte. Parce que dans ce monde, à 15 ans, il est déjà adulte, vous savez. Et maintenant, il peut enfin commencer sa vie d'aventurier avec ses amis. Et il est très excité de faire quelque chose d'amusant pour la première fois depuis 3 ans. Avant, il n'était qu'un noble sans terre et devait se rendre disponible pour toutes les demandes du roi. Et maintenant, il pense pouvoir enfin profiter de sa liberté. À ce moment-là, Land arrive avec un ordre de la guilde des aventuriers et dit qu'ils ont été appelés pour une mission visant à explorer un ancien donjon. Et Bland agira comme leur conseiller car la mission est assez dangereuse. Et il emmène elle et son groupe dans un endroit où ils vont vaincre un dragon qui existe depuis des années et qui n'a jamais été vaincu. Il leur montre un puits profond et les emmène à l'intérieur, leur disant que la guilde des aventuriers a déjà envoyé de nombreux aventuriers explorer ce donjon. Cependant, personne n'est jamais revenu de cet endroit et la guilde pense qu'il y a un dragon à l'intérieur, c'est pourquoi ils ont appelé le groupe d'aide. Mais ironiquement, tout le monde a peur des dragons et finit par se cacher derrière elle. Bientôt, il voit une porte et entre dans une pièce vide avec un cercle magique sur le sol. Land se rend compte que quelque chose ne va pas dans cette pièce et dit à tout le monde de courir, mais la porte se ferme automatiquement avant qu'il ne puisse bouger. Le cercle magique sur le sol s'active et les piège sur place, avant de les téléporter un par un. Heureusement, ils finissent au même endroit, qui se trouve en fait au fond du donjon. Et Bland dit qu'il a entendu parler de pièges venant d'anciennes civilisations, qui forcent les intrus à grimper à la surface tout en combattant les monstres qui se dressent sur leur chemin. Et il croit être tombé dans un tel piège. Louise dit à elle de simplement les téléporter hors d'ici. Mais il ne peut pas le faire car sa magie de téléportation ne fonctionne pas même s'il a une idée très claire du point
point de départ et du point de destination. En bref, le scénario a été affaibli de façon inattendue. Et après qu'Elise se soit remise du choc de la téléportation, le groupe est obligé d'utiliser l'ancienne méthode, c'est-à-dire de grimper le donjon à pied. Ils arrivent alors dans une immense salle avec une armée de soldats golems. La porte derrière eux se ferme et une armée de golems commence à se réveiller. Elle veut tous les faire exploser, mais ses amis l'en empêchent et lui disent qu'il devrait économiser son mana pour affronter le boss. Ils décident de montrer les résultats de leur entraînement et de vaincre facilement les golems. Et Blanc les soutient en bloquant les attaques du golem avec la magie du vent et dit à elle de faire de même. Anna parvient à vaincre le chef des golems, désorientant tous les ennemis. Pendant ce temps, Louise utilise une onde de choc magique pour causer de nombreux dégâts de zone. Et elle s'avance et fait également un spectacle en frappant ses ennemis. Ils finissent par vaincre tous les golems de la pièce. Et puis ils repèrent les restes des aventuriers qui sont venus à cet endroit auparavant. Louise, qui a les sens les plus aiguisés du groupe, entend des bruits provenant des escaliers. Elle va donc jeter un œil et découvre d'autres golems qui s'approchent d'eux. Elle et son groupe n'ont donc pas le temps de se reposer. Et ils se remettent à se battre. Plusieurs jours passent de la même manière et ils continuent à combattre les golems sans même se reposer. Tout le monde s'épuise à chaque étage. Et ils continuent à grimper, vainquant des hordes et des hordes de golems à chaque étage. Finalement, ils atteignent une salle vide. Ils font la fête, pensant avoir terminé le donjon. Mais Blanc remarque un dragon mécanique géant au centre de la salle et essaie d'avertir tout le monde des créatures présentes. Cependant, le dragon se réveille et les attaque immédiatement avec son souffle explosif. Mais Blanc le bloque avec sa barrière magique et notre héros le soutient dans sa défense. Au même moment, les soldats golems arrivent de l'entrée derrière eux et frappent Anna, prouvant que les golems sont sexy. Le combat contre le boss commence, avec Elvin et Louise qui combattent les golems. Et Elise soigne Anna pendant que les deux mages du groupe bloquent le souffle mortel du dragon. Ils savent que leur magie ne durera pas longtemps. Et donc elle suggère un plan, en disant qu'ils devraient combiner leurs pouvoirs et vaincre le dragon rapidement. Blanc accepte et envoie toute sa puissance magique dans le corps d'elle. Puis il libère un puissant rayon de magie, ce qui repousse le puissant dragon. Après cela, Blanc se retrouve bientôt à court de magie et tombe. Mais elle reste debout, se battant seule contre le dragon. Elle commence également à perdre rapidement son pouvoir. Et alors qu'il est sur le point de goûter à la défaite, Elise court vers lui et devient rouge comme une tomate, en disant qu'elle va utiliser une magie spéciale sur lui maintenant. Soudain, elle l'embrasse, ce qui le guérit et augmente sa résistance et sa magie. Même sa troisième jambe commence à bouger dans son pantalon. Elise finit par utiliser toute son énergie à faire cela et s'évanouit. Elle la tient et se rend compte qu'il est beaucoup plus puissant grâce au pouvoir de l'amour. En utilisant son rayon magique, il parvient à frapper la tête du dragon, détruisant son circuit et le désactivant. Lorsque le boss est vaincu, les soldats golems s'arrêtent également de bouger. Malheureusement, elle s'évanouit après cela. Incapable de célébrer la victoire avec ses amis l'emmènent avec Elise dans un endroit sûr. Et les filles disent à Elise qu'elle n'avait pas besoin d'embrasser elle pour le guérir, puisqu'elles ne comprennent pas comment fonctionne le pouvoir de l'amour. Maudit hérétique. Elle s'enthousiasme rapidement et demande à Louise et Anna de venir voir quelque chose de très intéressant. Bien qu'elle soit trop fatiguée pour faire face à ses bêtises, elles finissent par l'accompagner. Elle finit par se réveiller à cause de toute leur agitation et aide sa fiancée à se lever aussi. Peu de temps après, ils se rendent chez Blanc qui se trouve dans une bibliothèque à côté de leur chambre. Ils découvrent qu'un grand sorcier d'une ancienne civilisation a créé ce donjon comme un test pour trouver quelqu'un digne de recevoir tout son héritage. Elle ne comprend pas ce qui pourrait être si précieux pour créer un test aussi élaboré pour le protéger. Mais ses amis ont déjà découvert ce qui était protégé. Ils l'emmènent dans un hangar avec cet ancien dirigeable magique, qui sont en fait plus modernes que les actuels. Et Blanc, en voyant cela, dit que c'était la découverte du siècle, et qu'ils ont affaire à des millions de pièces d'or. Et même si elle n'aime pas prendre l'argent du roi, il n'aura plus aucun endroit où s'échapper. De nulle part, elle arrive et tire un levier, et ouvre une porte du hangar. Et tout le monde est heureux de pouvoir enfin quitter ce donjon. Bientôt, elle et son groupe se rendent chez le roi et lui présentent tout ce qu'ils ont trouvé dans le donjon. Et le roi achète tout ce qu'ils ont trouvé, tandis que la guilde finit par acheter le cercle de téléportation qu'ils ont trouvé de force. Et quand vient le moment de recevoir l'argent de la récompense, le premier ministre déclare obstinément que tout le monde dans le groupe d'elle recevra 2 millions de pièces d'or pour avoir réussi cette mission. Et comme le royaume n'a pas cet argent en liquide pour le moment, il sera payé par le royaume dans 20 ans. Heureusement, dans cet anime, les impôts sont bas, contrairement aux impôts ici sur la planète Terre, où les politiciens veulent même faire payer l'air que nous respirons. Et avec tout cet argent, elle décide de quitter la capitale et de retourner dans son ancien manoir. Il raconte ses plans à Armstrong, qui lui souhaite bonne chance pour l'avenir. Il raconte aussi que pendant qu'il explorait le donjon, certaines personnes répandaient des rumeurs sur sa mort dans la capitale. Elle entendit cette histoire pour la première fois, et demanda qui serait l'homme malade qui ferait ça. Et l'homme lui dit qu'il souffre maintenant à cause de son succès, parce qu'il est devenu trop riche trop rapidement. Et maintenant les gens sont jaloux de lui. Et tous ses amis sont d'accord avec cela. Ils disent que la plupart des gens sont jaloux d'eux, parce qu'ils sont membres du grand groupe des tueurs de dragons. Et ils craignent que cela ne devienne encore plus intense, à cause de la récompense qu'ils reçoivent. Et aucun d'entre eux ne veut des traquets qui viennent avec l'argent. Anna prend alors le livre de règles de la guilde des aventuriers, et dit qu'ils peuvent redistribuer la récompense qu'ils ont reçue pour la quête. Louise et Elvin sont également d'accord avec elle. Ils disent qu'ils prévoient de donner leur part à elle, et lui demandent de les payer sous forme de salaire et de cadeaux. Anna demande à Elise ce qu'elle compte faire de sa récompense, et elle dit que tout ce qu'elle possède appartient à son mari. Elle a donc environ 10 millions de pièces d'or, ce qui augmente considérablement le nombre de personnes qui en sont jalouses. La nouvelle du retour sain et sauf d'elle parvient à Hooker, qui dans ce cas est le noble qui a lancé
relancer les mauvaises rumeurs de la mort d'elle. Il pense que bien que le garçon soit revenu du donjon, ses ennemis sont désormais unis et peuvent lui faire du mal plus directement. Quelques jours plus tard, elle prend le thé avec ses amis. Lorsqu'il remarque quelqu'un à la fenêtre, il craint qu'un voleur ou un assassin ne le poursuive. Il décide alors d'engager un garde pour protéger son manoir lorsqu'il déménagera dans la ville académique. Et ses amis aiment aussi l'idée. Ils disent que le garde doit être fort, loyal envers elle, et très doué pour gérer les choses. Et il n'y a qu'une seule personne avec ces qualités qui lui vient à l'esprit. Anna dit à elle qu'il devrait embaucher le fanatique de la lance, Roderick. Et bien qu'il soit choqué par l'idée, elle décide de voir si l'homme veut toujours travailler avec lui. Il invite Roderick chez eux. Il lui demande s'il veut se joindre à eux en tant que garde. Et l'homme se met à pleurer, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce jour arrive. Il essaie depuis des années d'attirer son attention, et il n'a jamais cru que ce moment arriverait. Le harceleur est toujours dans les parages, et tout le monde le remarque quand elle commence à baver après les avoir vus manger un gâteau. Louise et Roderick tentent de l'attraper. Alvin maintient elle face contre terre pour le protéger du danger. Mais la jeune fille est trop rapide et s'échappe. Roderick lui dit qu'elle a dû être envoyée par les mêmes hommes qui ont répandu les rumeurs sur la mort d'elle. Il demande à elle la permission d'enquêter sur cette affaire. Il lui conseille également de quitter immédiatement la capitale pour sa sécurité. Cependant, elle a encore beaucoup de choses à faire ici. Le lendemain, ils seront au laboratoire de recherche de la guilde magique avec son groupe. Comme il l'a entendu, ils ont réutilisé le cercle magique de téléportation qu'il a trouvé dans le donjon. Créer un appareil qui peut invoquer tout ce que l'utilisateur imagine. Alvin dit que cette machine est le rêve ultime d'un voleur de sous-vêtements. Et Louise et Anna l'ont tabassé. Elle ignore ses amis idiots et se concentre sur le cercle magique pour le tester. Imaginant ce qu'il veut. Le cercle magique commence à fonctionner et fait ressortir ce qu'il imaginait. Ce qui s'avère être l'un des sous-vêtements des assistants de laboratoire, qui gifle elle et lui enlève ses sous-vêtements. Cependant, à sa deuxième tentative, il réussit et invoque exactement ce qu'il voulait et sort ce qu'il a invoqué du laboratoire, emportant l'objet dans une brouette, sans nous permettre de voir quel objet il avait invoqué. Étonnamment, le harceleur apparaît et essaie de le suivre, et elle sent quelque chose de comestible dans la calèche. Cependant, elle téléporte son groupe chez lui. Elle suit elle jusqu'à sa maison, où il organise une fête pour tous ceux qui l'ont aidé avant de quitter la capitale. Pendant que tout le monde profite de la nourriture et des boissons, elle présente son dernier plat, qui est un poisson cru avec un œil de crotte, et dit qu'il a attrapé le poisson à l'aide de l'outil magique, et qu'il a fait la crotte lui-même. Les invités sont sceptiques quant à la consommation du poisson cru, mais comme elle insiste, ils en prennent une bouchée et trouvent le plat savoureux, surtout le liquide brun utilisé pour assaisonner le poisson. Et quand elle voit tout le monde apprécier ce plat, la harceleuse se met à baver, et a du mal à se contrôler. À ce moment-là, Roderick revient de sa mission, et informe elle que le frère du Premier ministre, Rooker, était derrière les mauvaises rumeurs à son sujet. Roderick pense que Rooker veut surpasser son frère aîné et devenir Premier ministre, et il a essayé d'y parvenir en faisant du mal aux proches du Premier ministre. Il a même envoyé un message à la famille d'elle pour leur annoncer sa mort supposée. Et Rooker veut que les enfants de Kurt renoncent à leur titre et à leurs biens, pour qu'ils lui soient redevables à jamais. Elle dit qu'il veut faire quelque chose contre cet homme méchant, mais Roderick s'est déjà occupé de lui. Il a répandu de fausses rumeurs selon lesquelles Rooker aurait conspiré pour tuer elle dans le donjon, et que maintenant le roi veut l'interroger. Elle dit que c'est un peu exagéré, mais Roderick dit qu'il a des raisons personnelles de le poursuivre. Il s'avère que Rooker est le père illégitime de Roderick, qui a refusé de le rencontrer, et en plus de cela, il a abandonné sa mère après l'avoir mise enceinte. Roderick sait que son père est un déchet humain, qui pue encore plus que la sauce brune qu'elle a servi à tout le monde. C'est exactement pourquoi Rooker a été la première personne sur laquelle il a décidé d'enquêter, et son intuition s'est avérée correcte. Alors qu'ils parlaient de leurs problèmes familiaux respectifs, Anna arrive avec Tom chez Roderick, et le harceleur ne peut plus contrôler sa faim. Elle frappe bruyamment à la porte, et tout le monde est sur le qui-vive pour combattre l'intrus. Mais quand elle fait irruption dans la maison, tout le monde est trop surpris pour faire quoi que ce soit. Elle se dirige agressivement vers elle, et quand Elvin essaie de l'arrêter, elle le jette à terre, et court à nouveau vers elle, et il se recroqueville, craignant qu'elle en veuille à sa vie. Mais la fille attrape simplement un morceau de thon et commence à le manger. À ce moment-là, le général arrive et s'excuse pour le comportement grossier de sa fille, et la présente comme Elma. Elle dit qu'elle a enquêté sur elle ces derniers jours, pour voir s'il pouvait vraiment bien la nourrir, et il a réussi le test. Elma n'hésite pas, et demande à Elise plus de nourriture, pendant que son père explique sa faim perpétuelle à elle. Blanc dit que la fille souffre du syndrome du héros, ce qui signifie qu'il y a toujours de la magie qui court dans son corps, et qu'elle a toujours faim. Mais le bon côté de tout cela, c'est qu'elle est très puissante, et Elma le prouve en portant un thon dans le haut, et en le coupant en deux, sans même essayer. C'est pourquoi elle a besoin de manger constamment, et le général dit à elle de l'utiliser comme garde du corps, ou comme épouse, tant qu'il la nourrit. Le père de la fille est arrivé comme s'il ne voulait rien, et a immédiatement offert le corps de sa fille à elle, et cela a fini par être une nouvelle choquante pour elle, et il dit à l'homme qu'à partir de maintenant, il a l'intention de vivre comme un aventurier ordinaire, et de chasser de petits animaux. Il dit donc qu'il n'a pas besoin d'un garde du corps aussi puissant, mais le général dit qu'il ne pourra pas vivre comme un aventurier ordinaire. Il a entendu parler par ses informateurs des plans du duc. Il veut qu'il chasse des monstres sur son territoire, et Wilma serait un ajout parfait à son groupe. Le duc est étonné du réseau de renseignements de son ami, et il avoue alors ses plans, et demande à elle d'accomplir une mission pour lui. D'un autre côté, le messager de Hooker a envoyé une lettre à la maison d'elle. Elle lui a parlé de la mort supposée du grand tueur de dragons. La lettre est parvenue à Kurt et à sa femme. Ils sont choqués par la nouvelle de la mort d'elle, et la lettre dit que Hooker veut que les enfants de Kurt héritent du titre et des biens d'elle, et rejoignent sa faction. Cette nouvelle est un choc agréable pour Kurt, et il se met à rire lorsqu'il entend parler de cette
cette opportunité. Mais sa femme crie de nulle part. Elle dit qu'elle a vu quelque chose par la fenêtre. Kurt décide d'aller voir aussi. Et dès qu'il regarde dehors, il pâlit de peur. Comme s'il avait vu l'équipe brésilienne perdre contre le Paraguay. Alors qu'il n'y avait qu'elle et son groupe là-bas. Et là, il discute du plan du duc avec le seigneur du territoire. Et Blanc discute un peu avec le père d'elle. Il commence à parler de la précédente expédition menée par le duc dans la forêt enchantée il y a 15 ans. Au cours de laquelle les 2000 soldats qu'il dirigeait sont morts. Le père d'elle est au courant de cet incident. Il a également envoyé une troupe de soldats pour aider le duc. Blanc lui dit que tous ces soldats morts se sont transformés en zombies. Et elle et son équipe sont là pour les purifier. À ce moment-là, Kurt tend la ligne de front et dit qu'ils ne l'aideront pas. Blanc dit qu'ils n'en ont pas besoin et qu'ils sont là pour discuter de ce qui sera fait sur leur terre. Kurt exige alors de recevoir une commission pour tout ce qui est pris sur son territoire. Il demande au chef du village quel est le tarif normal à facturer. Et après avoir appris que c'est 30%, il exige qu'elle paie 50% de sa commission. À ce moment-là, son frère cadet, Herman, essaie de convaincre Kurt de ne pas être un idiot. Car ils peuvent aussi récupérer les affaires des soldats morts envoyés de leur région. Mais Kurt reste catégorique. Il dit que ces pauvres soldats n'avaient rien qui vaille la peine d'être récupérés. Et que leurs funérailles avaient déjà eu lieu. Et à ce moment-là, elle arrive sans Rita. Et commence à parler au frère aîné d'elle. En disant que les âmes des morts sont toujours piégées dans leur corps. Et qu'ils n'atteindront pas la paix à moins d'être libérés. Il propose d'organiser des funérailles dignes de ce nom pour chacun d'eux. Mais Kurt dit que ce n'est pas nécessaire. Et les accuse d'essayer de tirer avantage d'eux en utilisant les funérailles de ses soldats. Elvin se retient en entendant cela. Il a hâte de tabasser Kurt. Cependant, Elvin est terriblement mauvais pour se retenir. Et finit par exploser de colère. Il demande à Kurt de changer d'attitude. C'est à ce moment-là que Kurt se moque de lui et d'elle. Il demande si tous ses employés sont aussi grossiers. Elle ne s'irrite pas de la provocation. Et essaie d'empêcher Elvin de briser le cou de son frère. Et déjà fatigué de négocier avec ce crétin, il finit par interroger directement son père sur la négociation. Kurt est furieux d'être laissé de côté. Et dit encore beaucoup de merde. Mais cette fois, Louise et Anna lui disent de faire attention au ton de sa voix lorsqu'il parle au baron. Et cela le rend encore plus curieux. Et elle se dit que son frère est comme les clients fous et les chèques toxiques de sa vie passée. Plus tard, elle et son groupe dînent avec l'un de ses frères aînés et sa femme Marlena, qui raconte tout ça après qu'il soit devenu célèbre en tant que célèbre tueur de dragons. Kurt a perdu la tête à cause de la jalousie. Il est paranoïaque depuis lors et pense qu'elle est là pour voler le droit à son territoire. Tout le monde apprécie le dîner. Mais quand le frère d'elle, dont je ne me souviens plus du nom, vient servir de l'alcool à Blanc, il refuse l'offre et ne mange que les noix qu'il a apportées avec lui. Plus tard, Marlena demande à elle de rapporter les affaires de son grand-père. Car à l'époque, l'homme faisait également partie de l'expédition. Et il promet de faire de son mieux. Elle le remercie en disant qu'il devrait devenir le prochain seigneur, à la place de cet idiot de Kurt. Et elle dit cela sans même se soucier de ce que les autres penseront. Et elle se rend compte que c'est la lutte inconfortable pour la succession que son maître lui a enseignée. Et maintenant, il prévoit de terminer ce travail le plus tôt possible pour abandonner sa famille. Le lendemain, il commence la mission et se rend dans la forêt enchantée pour chercher les morts vivants. Au milieu de la forêt, il dit qu'il dévorera les arrière-trains de leur roche. S'ils ne se présentent pas, ils seront purifiés. Et Elise demande si ces insultes de mauvaise qualité fonctionneront. Et Blanc dit que les zombies normaux sont des idiots. Mais les zombies de cette forêt réagissent à ce genre d'insultes. Cela dit, le ciel devient sombre et des zombies apparaissent de tout bas. Elise prend un morceau de tissu avec un cercle magique dessiné dessus et le place sur le sol. Et elle y versent leur magie pour créer une barrière de purification. Elle augmente la barrière autant qu'elle le peut. Et ainsi, les zombies qui touchent la barrière sont purifiés et leurs corps disparaissent, ne laissant derrière eux que l'armure. Les compagnons d'elle se plaignent. Ils disent qu'ils ne font rien. Et Blanc leur dit que leur devoir est de récupérer l'armure, car c'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour le moment. Quelque temps plus tard, le chef de l'armée des morts vivants, l'ancien duc, apparaît et est également facilement purifié. Elle demande alors s'ils ont fini de purifier tous les zombies. Mais la fille aux cheveux roses lui rappelle que le grand-père de Marlena n'est pas encore arrivé. Et il l'attend, jusqu'à ce que soudain, un zombie hiverne les attaque depuis le ciel. Et Louise, sans le savoir, le sauve d'Elvin. La fille aux cheveux roses se tient devant le monstre, et elle l'attaque avec sa hache géante. Elle lui coupe la tête. Et peu de temps après, le monstre est également purifié. À ce moment-là, des sangliers morts-vivants se rassemblent. Ils avancent sur la barrière sans être purifiés, ce qui oblige les membres du groupe d'elle à travailler dur. Et lorsque les monstres sont vaincus, ils finissent également par être purifiés par magie. Et après un certain temps, tous les zombies sont éliminés. Tout le monde est également épuisé. Et Elise enlève la suie. Mais le dernier des zombies humains apparaît. Et par son armure, elle peut dire qu'il est le grand-père de Marlena. Lui et Elise vont s'occuper de lui. Mais le zombie parle et pose des questions sur sa petite fille. En demandant si elle a vraiment l'intention de commettre ces atrocités, il a dit. En réponse, il dit qu'il ne faisait qu'attirer les zombies. Et Blanc dit bientôt à tout le monde que cet homme est passé du statut de zombie à celui de laisse. Mais elle continue à communiquer avec le vieil homme, lui disant que sa petite fille vit une vie heureuse avec son mari. Il est heureux et laisse tomber son épée. Et accepte son sort sans résister à la purification d'Elise. Être purifié sans même laisser son armure derrière lui. Elle ramène les affaires des soldats au village, où les gens sont émus de recevoir les souvenirs de leurs parents décédés. Il remercie elle pour ce qu'il a fait. Mais Kurt arrive et déclare que toutes les armures doivent lui être rendues, permettant à chacun de pleurer et de regretter les morts. Il révèle son plan de faire fondre toutes les armures, et d'utiliser le métal pour fabriquer des outils pour le développement de ces terres. Et tout le monde le supplie de les laisser enterrer les armures de leur roche dans leur tombe. Mais Kurt refuse et elle affronte son frère, et lui dit qu'il va trop loin. Ce à quoi Kurt répond en disant que le développement de
ces terres vaut bien plus que quelques roturiers affamés, et que pour améliorer ces terres, il a définitivement besoin de fer. Elle dit que s'il n'a vraiment besoin que de fer, il peut garder ce bloc de fer dans son sac. En échange, il exige que Cut laisse les villageois tranquilles. Cut est surpris et tombe à terre. Mais lorsque c'est Laquais lui demande ce qu'ils doivent faire maintenant, il dit à tout le monde d'attendre qu'elle quitte le village. Elle revient à la capitale le lendemain et remet les armures des soldats au seigneur Amadeus, qui dit qu'il rendra les biens à la famille des soldats morts. Mais cela prendra du temps. Et jusqu'à ce que cela soit fait, elle reçoit l'ordre de rester en attente dans son village. Elle ne veut pas passer un seul moment près de son frère et de sa famille, car ils sont mal à l'aise. Mais il est obligé de suivre les ordres du seigneur. Et même Blanc lui dit de profiter de son séjour dans la maison où il a passé son enfance. Il se téléporte chez lui, où le chef du village est surpris de le revoir. Il invite son groupe à assister aux funérailles de masse qui auront lieu le lendemain. Lors de l'enterrement, Élise prie pour les soldats tombés au combat. Après tout, elle est la prêtresse qui est célèbre comme une sainte. Et cela rend les villageois très reconnaissants envers elle. Cependant, ils sont mécontents que Cut ne soit pas venu rendre hommage aux morts. Plus tard, les villageois organisent une fête où tout le monde s'amuse. Mais Blanc refuse toujours de boire et continue de mâcher ses noix. Bientôt, la femme et les enfants de Cut arrivent pour dire leurs prières sur le lieu des funérailles, où elle salue sa belle-sœur. Et ses neveux sont très excités de le rencontrer, car ils ont entendu de nombreuses histoires sur leur oncle tueur de dragons, et veulent savoir comment il a fait. Les amis de Walt décident de monter une pièce de théâtre pour divertir les enfants. Elvin joue le dragon d'os, Louise joue Blanc, et Anna tient le rôle principal de Well. Une fois la pièce terminée, Well offre des bonbons à ses neveux et leur souhaite bonne chance. Comme ils sont pauvres et en auront besoin, le chef du village vient ensuite lui parler en privé, et lui demande de devenir le prochain seigneur. Comme le veut la plupart des gens, Well est confus et dit qu'il ne peut pas faire ça. C'est le droit de naissance du comte. Mais le chef du village ne se soucie pas de lui ni du seigneur actuel, et insiste sur le fait que leur terre n'a aucun avenir sous le règne du comte. En réponse, Well dit qu'il ne veut pas être un seigneur en premier lieu, et qu'il veut vivre comme un aventurier. Mais le chef sait que son contremaître, Rodridge, est très habile dans le domaine des terres, ce qui lui permettra d'être le propriétaire du territoire, mais de ne pas avoir de travail lié à celui-ci. Il offre au garçon tout son soutien, et dit que même le palais royal veut qu'il prenne le contrôle de ses terres. Et juste au moment où le chef finit de parler, Blanc arrive et loue sa vive intelligence, pour avoir déduit tout cela sans qu'on lui ait rien dit. Il confirme que le roi veut effectivement que Well prenne le contrôle de cette région, et en devienne le nouveau seigneur. Blanc emmène ensuite Well discuter du plan du roi en privé, révélant à Well que depuis les rois précédents, il y a eu un grand désir de développer cette région. Mais les seigneurs ici étaient tous communs et incompétents. Et Kurt est le pire choix pour hériter de ces terres, car il est l'héritier le plus incompétent de tous les temps. Et en plus de ça, c'est un scélérat. Le roi fut donc contraint de prendre des mesures strictes. Cependant, il ne pouvait pas simplement ordonner au père de Well de changer d'héritier. Il élabora donc un plan avec ses officiers de confiance. Il voulait rendre Kurt fou pour qu'il attaque Well. Et peu de temps après, Kurt serait jugé et emprisonné. Et ainsi Kurt assumerait la responsabilité de ses crimes et démissionnerait de son poste d'héritier, ouvrant ainsi la voie à Well pour devenir le nouveau seigneur. Le duc avait déjà cette mission de purification des morts vivants qu'il voulait vraiment faire, et c'est devenu le leur parfait pour exécuter le plan royal. Well demande à Blantac pourquoi il ne lui a pas dit ça avant, et il répond que c'est parce que les choses se seraient passées de la même manière même s'il avait tout su. Well dit que ce plan pourrait être dangereux, mais Blanc lui assure qu'il gardait un œil sur tout le monde pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème, révélant qu'il est même allé jusqu'à arrêter de boire pendant quelques jours pour se maintenir en bonne forme et ne pas échouer. Well est toujours confiant dans sa capacité à devenir seigneur, mais Blanc lui dit qu'il a plus de pouvoir, plus d'influence, et l'argent nécessaire pour développer cette région, et que personne n'est mieux placé que lui pour ce rôle. Le lendemain, Well parle à ses amis du projet de palais, et il pense que c'est une bonne idée, et lui suggère d'arrêter de s'en soucier, et de suivre les ordres, comme il le fait habituellement. Bientôt, Amélie et ses enfants rendent visite à Well, et en tant qu'oncle sorcier cool, il montre aux enfants des trucs sympas, créer des boules d'eau et un mini arc-en-ciel. Les amis de Well ont pitié des enfants innocents, pensant que lorsque leur père sera démis de ses fonctions, ils perdront leur titre de noblesse et seront même exilés. Cette nuit-là, Well et ses amis étaient là. Ils dînaient avec Héroman, l'un des frères de Well, quand, de nulle part, ils entendent des gens crier dehors, et découvrent qu'un groupe de villageois mécontents se rendait chez le seigneur actuel, pour lui demander de nommer Well comme son successeur. Ils n'ont pas peur de la punition, parce qu'ils en ont assez des injustices commises par Curly, et en les voyant si sérieux à ce sujet, Well demande à tout le monde de lui laisser un peu de temps, et ils sont surpris d'apprendre qu'il restera ici plus longtemps, car ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles il partirait demain. Blanc se rend compte que le chef du village est derrière tout ça. Il va à sa rencontre, et l'avertit de faire attention à ne pas se mêler des plans de quelqu'un d'autre, surtout ceux du roi. Il prétend que le chef du village ne fait rien de mal, mais le palais n'aime pas les gens qui essaient d'agir librement, au-delà de leurs propres intérêts. Le chef du village le remercie pour l'avertissement, mais il est déjà déterminé à faire ce qui est bon pour son village. Lorsque Blanc revient à la mission, il trouve Well en train de s'interroger sur le sort de Cudi après qu'il ait été démis de ses fonctions. Tout ce à quoi il peut penser, c'est qu'il sera exilé, mais Blanc lui dit que le palais ne le laissera pas vivre pour raconter l'histoire. Et maintenant, Well est inquiet car il ne veut pas voir son frère mourir. Le lendemain matin, il va parler à son frère, et il propose un marché à Cudi. Il lui demande de lui donner des terres quand il deviendra seigneur, et en échange, il promet de lui donner des fonds pour développer son territoire. Et Well dit que c'est une solution gagnant-gagnant, et il marque sur la carte les terres non développées qu'il veut. Cudi devient furieux et déchire la carte. Il accuse Well d'essayer de subvertir
convertir sa place en tant que prochain seigneur. Well dit qu'il n'a aucune intention de le faire, et il prévient son frère du mécontentement croissant des habitants de la ville. Et de l'autre noble, Cudi se met très en colère et lui dit de quitter la pièce immédiatement. Et à l'extérieur de la pièce, Well trouve la femme et les enfants de ce type, et elle veut lui parler dehors. Well lui dit qu'il voulait une fin heureuse pour tout le monde, mais maintenant, il ne sait pas comment y parvenir. Et Emily répond en disant qu'elle ne se soucie que de ses enfants, et veut qu'ils soient en sécurité et heureux. Et c'est pourquoi elle s'est adressée à Well, parce que son mari n'a pas d'avenir. Elle demande à Well ce qu'il ressent pour elle. Elle lui demande s'il aime les mères célibataires, mais il répond en disant qu'il a déjà assez de femmes. Et en parlant à cette femme obscène, il commença à douter de ce qu'il devait faire. Mais soudain, Well pense à une solution unique. Un peu plus tard, alors qu'il fait de la bave avec ses amis, Well dit à tout le monde qu'il a décidé de devenir le seigneur de ces terres. Il a envisagé toutes les possibilités et a décidé de ne pas suivre le scénario du roi. Il est désormais déterminé à ne laisser personne mourir. Mais pour cela, il aura besoin de l'aide de ses amis, qui ont promis d'être toujours à ses côtés. Le lendemain, Well et ses amis installent un mini-marché dans le village. Ils y vendent de la bouillie jaune. En fait, c'est de la mayonnaise. Ils vendent aussi toutes sortes de vêtements et d'articles de luxe. On ne trouve ça que dans la capitale. Les gens sont attirés par leurs magasins, parce qu'ils proposent des articles bien meilleurs que ceux d'ici. Et les laquais de Kurt sont furieux. Lorsqu'ils voient leurs clients se faire voler, ils vont voir Kurt et lui demandent de l'aide. Mais il ne parvient qu'à se mettre en colère, car il se défend également contre un puissant sorcier comme Well. Lorsque les laquais rentrent chez eux après la réunion, Well se téléporte devant eux, et ses amis les entourent de tous côtés. Le lendemain, Kurt découvre que ses partisans ont été achetés par son frère. Celui-ci les a soudoyés en leur offrant des vacances payées dans la capitale. Ils acceptent l'offre et abandonnent Kurt. Well visite la capitale et raconte à Roderick son plan pour réduire la force politique de son frère, en lui volant ses partisans. Et ils vont ensuite acheter un endroit où vivre. Well veut offrir un foyer paisible à la femme de son frère. Quant à Kurt, il prévoit de l'envoyer à l'église, et de le laisser vivre loin de la portée du palais. Cependant, ils ne savent pas que Hooker prépare quelque chose de très maléfique. Envoyer un certain cadeau à Kurt, et lui demander d'affronter son frère sorcier. Oui, le messager de Hooker trouve Kurt seul sous la pluie, pensant au meurtre après que Well ait acheté tous ses sbires. Puis il reçoit un cadeau envoyé par Hooker. Il s'agit d'un objet légendaire appelé la flûte du dragon. Ce dernier peut l'aider à tuer son frère sorcier. Kurt veut savoir pourquoi Hooker lui offre quelque chose d'aussi précieux, et découvre qu'il veut avoir le droit à des terres non aménagées. Et voyant que leurs objectifs sont alignés, Kurt accepte l'offre et se rend dans la forêt, où Well et son groupe l'attendent déjà. Blanc a le sentiment que Kurt les cherche seul, ce qui signifie qu'il a quelque chose qui leur a donné la confiance nécessaire pour les affronter. Well décide d'affronter son frère, et agit comme si c'était une coïncidence qu'ils se rencontrent ici. Mais Kurt sait déjà que ses hommes de main sont cachés dans les buissons, et les appelle. Il insulte Well sans raison, et commence lentement à agir comme un psychopathe, en disant que peu importe à quel point il est génial, il ne peut pas hériter de la terre, parce qu'il est le 8e fils de la famille. Kurt montre ensuite à tout le monde la flûte de dragon qu'il a reçue de Hooker, et menace de le faire exploser si l'un d'eux bouge. Blanc reconnaît la flûte de dragon. C'est un objet légendaire qui peut invoquer une armée de dragons, et il est sûr que même leur groupe ne peut pas gérer autant de dragons à la fois. Les amis de Well disent à Kurt qu'il est stupide, et que si les dragons viennent ici, il mourra aussi. Mais il se moque de tous, et dit que les dragons ne feront pas de mal à l'utilisateur de la flûte. Well essaie de lui faire penser aux gens du village et à sa famille, qui mourront aussi, mais il les traite ou de traite. Il révèle qu'il ne se soucie même pas de sa femme et de ses enfants, et dit qu'après avoir tué Well et pris tout son argent, il ne manquera pas de chercheurs d'or à ses trousses. Well réalise enfin à quel point son frère est diabolique et veut l'attaquer. Mais Kurt menace de souffler dans la flûte. Kurt se moque alors de lui, en disant que voir un génie sorcier terrifié était la meilleure chose au monde. Il dit que la mort de tous retombera sur lui pour avoir essayé de devenir le successeur. Et puis il porte la flûte à ses lèvres. À ce moment-là, Blanc lance une attaque surprise sur Kurt, mais la flûte le bloque, et il sourit avec la certitude de sa victoire. Kurt souffle dans la flûte, et le ciel s'assombrit, tandis que des fantômes émergent du sol et les entourent. Il n'y a aucun signe de dragon nulle part, et Well veut toujours aider son frère, mais la fille aux cheveux roses l'empêche de s'approcher. Elle sent qu'il y a quelque chose de dangereux devant lui. Il remarque également que les fantômes autour de Kurt émettent une aura menaçante, et cela fait comprendre à Blanc que Kurt n'a pas joué de la flûte du dragon, mais plutôt de la flûte de la menace. Il se demandait comment un Xenagam comme lui pouvait obtenir un objet légendaire, mais en réalité, il a été trompé par la personne qui lui a envoyé la flûte. Cette flûte attire en réalité les fantômes des environs, et transforme son utilisateur en un puissant mort-vivant capable de vaincre un ennemi par une attaque suicidaire. En entendant cela, Well s'inquiète de la mort de son frère, mais Kurt est déjà possédé par le fantôme. Sa malveillance se combine avec la leur, et il devient furieux contre Well pour lui avoir tout pris. Sa vision devient rouge, alors que les fantômes se rassemblent autour de lui, et le dévorent, le transformant en un monstre géant. Well est terrifié et ne veut pas tuer son frère, mais Blanc lui dit d'utiliser sa magie sacrée pour le vaincre rapidement, en visant son noyau. Cependant, Well est submergé par la terreur, et ne peut pas bouger. Alors Elise proteste, bloquant le jus du monstre. Elle veut vraiment purifier cette créature, mais son énergie n'est pas assez forte pour la vaincre. En la voyant lutter, Well revient enfin à la réalité et la soutient. Il décide qu'il n'y a aucun moyen de sauver son frère, et qu'il doit maintenant simplement le renvoyer paisiblement. Il utilise sa magie sacrée, et augmente son pouvoir pour purifier le monstre mort-vivant géant. Et puis un éclair de lumière brillante désintègre le monstre. Après cela, l'âme malicieuse de Kurt s'envole vers la capitale pour retrouver l'homme qui l'a trompé. Hooker organise déjà une fête. Il pense que Kurt a dû tuer Well, et qu'il aura bien
bientôt accès à toutes les terres non développées. Ses alliés le félicitent pour sa grande intelligence. Et Uker dit qu'ils ne peuvent pas encore faire entièrement confiance à Kurt, car il n'est qu'un idiot. À ce moment-là, l'esprit maléfique de Kurt brise la fenêtre du salon et se venge de Uker qui l'a trompé. Le lendemain, il se rend à la capitale et retrouve Roderick à l'extérieur de la scène du crime. Il apprend qu'il y a eu un massacre la nuit dernière et que l'âme de Kurt a tué Uker et tous les invités qui ont assisté à sa fête. Au total, 12 nobles et leurs familles entières étaient présents à la fête. Et maintenant, ils sont tous morts. Les prêtres de l'église ont déjà purifié Kurt du mal. Mais la nouvelle s'est répandue dans tout le monde. Et Roderick dit à Well que maintenant que tout le monde est au courant du crime de Kurt, ils ne pourront plus laisser la veuve avec 2 enfants rester dans la capitale, car ce serait trop dangereux pour eux. Les gens voudraient la sacrifier, et les enfants aussi, parce qu'ils sont membres d'une famille de criminels. Et la vie paisible que Well veut tant leur donner sera impossible ici. Well se rend compte qu'il doit les mettre ailleurs, et se sent mal d'avoir laissé sa belle-sœur dans cette situation. Il rencontre plus tard Armstrong et Blood, et leur dit que l'un de ses frères aînés a décidé de s'occuper de sa belle-sœur et de ses enfants pour le moment. Well dit que cette situation est due au fait que les nobles utilisent égoïstement d'autres personnes comme des pièces d'échecs, alors que les vrais méchants restent dans l'ombre. Il maudit Uker, ainsi que les nobles du côté du roi, en disant qu'ils sont tous des idiots. Mais Blunt lui dit de se regarder dans le miroir et de se dire cela, car lui-même est un homme. Ces mots lui font mal, et il est consumé par sa culpabilité pendant plusieurs jours. Mais Elise se rend compte que quelque chose le ronge. Elle lui en parle et le réconforte en lui disant que rien n'est de sa faute. Ses paroles lui remontent le moral, et il décide qu'il ne sera plus comme les autres nobles, et dit qu'il a l'intention de s'efforcer de devenir un bon noble qui prend soin de son peuple. Elise dit qu'il essaie toujours trop fort d'atteindre un niveau impossible, mais qu'elle et ses autres amis le soutiendront toujours. Bientôt, Well va rencontrer le roi, et le roi n'hésite pas à le féliciter pour avoir résolu les troubles sur son territoire. Il lui donne d'énormes parcelles de terre en guise de récompense. Il dit que le développement de toutes ces terres était une tâche énorme. Il veut récompenser Well avec quelque chose en plus, et lui demande s'il a besoin d'autre chose. Well n'hésite pas et accepte l'offre du roi. Il dit que dans l'accident qui a tué Uker et ses amis, plus de 12 familles nobles ont disparu et que maintenant leurs titres sont vides. Et bien que seul le roi ait le droit d'octroyer ces titres, Well veut avoir le droit d'octroyer 2 titres à certaines personnes qu'il connaît, en échange de l'exploitation des terres qui lui ont été données. En entendant cela, plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec Well. Ils disent que sa demande est très grossière, et lui demandent de la retirer immédiatement. Le premier ministre soutient que Well ne veut donner ces terres qu'à quelqu'un de sa faction, mais il se défend, en disant que seule une personne dotée d'un grand pouvoir magique pourrait les développer. Le pape donne également son avis, et ils commencent à se disputer. Et bientôt le duc Amédée se joint également au débat, et soutient ouvertement Well. Et voyant que tout le monde fait des demandes égoïstes, Armstrong les fait taire, et dit à Well de retirer sa demande. Il demande au roi de lui donner la moitié des terres, afin qu'il puisse les développer en utilisant la magie. Le roi refuse ses demandes, en disant qu'il est nécessaire dans la capitale, et que Well peut gérer le développement tout seul. Il dit que le développement du territoire est prioritaire sur tout le reste, et que pour cette raison, il donnera bien ce qu'il a demandé. Dès que le roi dit cela, Armstrong fait un clin d'œil à Bien, parce qu'il était de son côté tout le temps, et d'autres personnes ont également agi de son mieux. Le roi les prend la main dans le sac, mais il accorde toujours à Bien le droit d'accorder 2 titres, et il encourage également Bien à rentrer chez lui après avoir reçu sa récompense, et dit à la mère célibataire que lorsque ses enfants seront grands, il leur donnera à tous les 2 son titre de noblesse. Elle le remercie et lui informe que l'offre de venir dans son dos est toujours ouverte, mais il révèle qu'il n'est pas intéressé. Well se met bientôt au travail pour développer son territoire en utilisant la magie, avec Alvin et Roderick comme assistants de terrain. Well veut se reposer après avoir éliminé les jokers dans une zone, mais Roderick veut qu'il nettoie une autre zone, et détruise encore quelques rochers pour construire une église. Well apprend que le pape va construire une église sur son terrain, ce qui est une très bonne chose pour le développement du territoire. De plus, le duc, le général et le premier ministre ont également prévu d'installer des maisons de vacances sur le territoire de Well. Cependant, Well ne leur donnera pas cet endroit. Il prévoit d'y installer une usine de sauce soja. Plus tard, après les choses ennuyeuses, Well est invité à prendre le thé. Mais avant de pouvoir l'accompagner, Louise et Armstrong arrivent pour l'emmener à son entraînement hebdomadaire. Bientôt, la petite fille aux cheveux roses, Anna et Blanc reviennent également de la forêt avec une banane géante qu'ils ont trouvée. Et la petite fille aux cheveux roses veut bien faire du pain à la banane. Et Anna lui demande aussi de lui faire quelque chose. Et Roderick ne veut pas qu'il aille nulle part, pas avant d'avoir fini son travail. Tout le monde l'entoure et le bombarde de demandes, le rendant bien confus sur ce qu'il doit faire. Et donc il ignore tout et rentre chez lui pour déjeuner avec tout le monde. Au dîner, on lui sert le même plat qu'il n'avait pas pu manger dans sa vie précédente. Oui, à ce moment-là, avant qu'il ne vienne ici. Et il peut enfin le goûter. Et il se rend compte que sa vie de 8e fils d'un pauvre noble n'est pas aussi mauvaise qu'il le pensait, grâce à Alfred et à son talent de sorcier. Ainsi se termine cette année. Si vous avez aimé suivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Likez cette vidéo pour que la plateforme vous recommande mes prochaines vidéos. Et il y a autre chose à part ça? Eh bien, je ne m'en souviens pas. Et comme je ne m'en souviens pas, au revoir et à la prochaine vidéo. Je suis parti.